On y voit désormais un petit peu plus clair à droite et à l'extrême droite depuis ce week-end. Quelques éléments d'explication en images. Le 10 avril 2022 se déroulera le premier tour de la présidentielle 2022, alors que le président de la République Emmanuel Macron ne s'est pas encore déclaré candidat pour un second mandat. On commence à y voir plus clair sur les prétendants à l'Elysée, surtout sur le côté droit, voire très à droite de l'échiquier politique. Il y a comme un embouteillage avec 3 candidats adoptant les mêmes thèmes de campagne. D'abord l'ex-polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, qui a organisé non sans mal son premier meeting hier dimanche. Blessé à la main, il a dû faire face également à des échauffourées à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle. Cela n'a pas empêché 13 000 fans de venir l'écouter. Ce week-end aussi, les Républicains se sont enfin trouvé leur candidate. Valérie Pécresse a désormais les mains libres pour convaincre les Français avec un discours à droite toute. Tout comme Marine Le Pen, qui a retrouvé des couleurs dans les sondages. Mais est-ce que les Français parviendront à choisir parmi eux? Qui tirera son épingle du jeu? On en débat sur le plateau de Bonsoir le Gard. Et je propose de débuter ce débat avec Olivier Jalaguier. Olivier, quel est votre point de vue par rapport effectivement à ces 3 candidats aujourd'hui? Depuis ce week-end, on sait donc que c'est Valérie Pécresse pour les Républicains. Éric Zemmour, son meeting a rassemblé énormément de monde dimanche. Et puis Marine Le Pen qui a retrouvé des couleurs, comme on l'expliquait tout à l'heure en image. Selon vous, qui va tirer son épingle du jeu? Moi, je ne lis pas dans le mar de café, mais je constate, remplir Villepinte, c'est pas simple, alors même si ce n'était pas totalement rempli. Ceux qui ont fait autant de personnes sont rares dans l'histoire récente politique. Je crois qu'il y a eu François Hollande à son temps, il y a eu Nicolas Sarkozy très récemment. Voilà. Donc remplir comme il l'a fait, c'est encore un signe de plus d'un phénomène. Parce qu'il parle beaucoup de ça, c'est-à-dire passer de polémiste à homme politique et à présidentiable. Est-ce que selon vous, ce week-end, vous avez eu le sentiment qu'il ait fait c'est toujours très délicat. Ouais, mais c'est toujours très délicat quand on est sur ce plateau, en tant que sociétaire, de commenter l'actualité, parce que si on essaie d'avoir un regard objectif, on est traité soit d'anti, soit de pro. Moi, je vais vous livrer mon sentiment. J'ai écouté son discours. Il s'en est plutôt très très bien sorti. Je ne connais pas beaucoup d'hommes politiques en France aujourd'hui capables de livrer un tel discours, tant sur le fond. Vous l'avez suivi entièrement? Tant sur le fond que sur la forme. Oui. Tant sur le fond. Et par rapport à d'autres acteurs politiques que vous connaissez hein. Et après, je suis allé lire le discours parce que le discours circule et c'est plutôt pas mal de lire ce qui a été dit sur le fond. Parce que les mots ont un sens, parce que les procès qui sont faits aujourd'hui, à tort ou à raison, sont des procès sur les mots. Qu'est-ce qui vous a plu dans son discours, par exemple? Que vous avez trouvé percutant, intéressant? Alors, très concrètement. Au-delà des il a commencé à lancer des lignes sur son programme, c'est ce qu'on lui reprochait. Il a commencé à donner des perspectives et qui vont bien au-delà de la petite polémique sur l'immigration. Il a répondu avec son cœur sur les femmes, sur sa façon qu'il avait d'appréhender les femmes. Il a répondu aussi avec, je crois, les mots qu'il fallait sur la polémique qui n'en valait pas une sur les musulmans. Il a très bien répondu, à mon sens, et je pense qu'il va falloir compter sur lui dans cette élection. Claire, quelle est votre position par rapport à ce week-end? Alors, pas forcément sur Éric Zemmour, hein. Ce qui nous intéresse, c'est aussi la victoire de Valérie Pécresse, samedi, et c'est aussi Marine Le Pen qui retrouve des couleurs. D'ailleurs, on dit peut-être qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle bénéficie peut-être, dans son approche plus modérée par rapport à Éric Zemmour, d'une attention plus particulière des Français. Le gâteau, là, il est morcelé de toute manière. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Je ne sais pas qui va sortir des 3. Mais selon vous, des 3, qui peut tirer son épingle du jeu? Parce que c'est la question ce soir. Non, mais là, je refuse de répondre à cette question. C'est extrêmement difficile. Je suis pas consultante. Je suis rien du tout. Moi, une chose est sûre, c'est que je ne voterai pas pour Éric Zemmour. Alors, s'il a pas mal répondu sur les femmes, pour tout vous dire, moi, j'avais son portable. J'ai toujours son portable depuis 5 ans. Et je communiquais avec lui il y a 5 ans de ça. Et j'ai arrêté. Et d'ailleurs, il ne me répond plus à partir du moment où je l'ai questionné sur les femmes et sur les animaux. Donc pour lui, les animaux, c'est quantité négligeable. Il y a une candidate qui peut être intéressante pour vous. Alors, Valérie Pécresse. Puisqu'elle s'est prononcée d'ailleurs, je crois, contre les corridas. J'ai ressorti une archive.
corrida pour les enfants, Alors, je crois. j'ai ressorti une archive de 2005 dans laquelle elle pose une question à l'État français et je le lui ai demandé si elle était toujours dans cet état d'esprit. J'ai demandé aussi au vice-président d'IDF, qui est Liane Verling, que je connais très bien aussi personnellement, et j'attends une réponse. Alors, elle a demandé à l'État français de se prononcer sur le nombre de taureaux tués chaque année en France, donc c'est déjà bien, et puis aussi sur pas la dangerosité, elle l'a pas dit comme ça, mais elle a estimé que c'est un spectacle qui est violent pour les enfants, et là, elle en réclame quand même l'interdiction. En tout cas, elle en réclamait l'interdiction en 2005. Donc, Partagez pas ce Moi, point de vue, Olivier, c'est ça je peux vous dire que Valérie Pécresse assiste à des corridas en Espagne. Je peux vous dire que Valérie Pécresse est très proche des chasseurs. Et d'ailleurs, en Île-de-France, les chasseurs, Oui. c'est important. Oui. Donc, elle a plutôt intérêt à les ménager, sans vilain jeu de mots. Et non, je pense que il y a peut-être eu une prise de position. Après, Valérie Pécresse est une femme très intelligente, brillante, fine pas le politique, risque et de elle se mettre à sait dos. ménager un peu les deux côtés Oui, mais quand il le faut. Oui, mais Olivier, Ouais. pourquoi en 2005, alors qu'elle n'avait pas des fonctions considérables, des fonctions importantes, pourquoi est-ce qu'elle a posé cette question au journal officiel? Pourquoi est-ce qu'elle a posé cette question à l'État français? C'est quand même assez curieux. Ça dépend des situations et des alliances qu'on peut avoir. On va donner sur la le parole terrain. peut-être à la députée qui est avec nous. Quel est votre point de vue? Alors, je présume que les trois candidats que l'on présente ce soir, que ce soit Éric Zemmour, que ce soit Valérie Pécresse ou que ce soit Marine Le Pen, c'est pas forcément entre tasses de thé. Pas du tout. Je dirais tout d'abord que déjà les LR, ils ont sauvé l'honneur en élisant Valérie Pécresse, qui reste la droite, mais la droite républicaine. Malgré tout, il faut prendre en considération que Ciotti a quand même fait 40%. Ciotti, dans son discours, propose d'ouvrir un Guantanamo à la française. Pourquoi pas réouvrir le bagne de Cayenne tant qu'on y est. Donc il y a quand même une droitisation. Et dans ce que j'ai vu dans l'actualité aujourd'hui, il essaie de peser sur Valérie Pécresse pour que quand même elle droitise son discours. Mais est-ce que ça va au-delà de l'ère du temps? Peut-être c'est ce que attendent les Français aussi, peut-être. Un discours évident. plus à droite, des mesures plus à droite, c'est peut-être ce qu'attendent aussi les Français. Alors dans les mesures plus à droite, par exemple Valérie Pécresse qui veut rétablir l'ordre, la discipline, une droitisation du discours. Je vous rappellerai qu'entre 2010 et 2012, sous Nicolas Sarkozy, ils ont mis à l'os le budget de la police en supprimant des postes et de la justice quand même. Donc ça me paraît un peu incohérent par rapport à ce qui a été fait précédemment. Il ne faut pas oublier que Valérie Pécresse, elle a été au pouvoir, elle a été ministre sous Nicolas Sarkozy. Ministre, c'est pas vous qui décidez quand même de la politique du pays. Hein. Oui, mais enfin, elle y était quand même. Hein, et donc, je vous rappelle que la justice et la police, à ce moment-là, ont Excusez-moi, perdu... Madame la députée, c'est quoi la droite républicaine? Qu'est-ce que vous mettez en différence entre la droite et la droite républicaine? C'est quoi votre frontière? L'extrême droite, moi, quand j'entends Zemmour qui réhabilite Pétain et Vichy, c'est pas la droite républicaine pour moi. Non, mais vous parliez de Ciotti tout à l'heure, en disant que les LR avaient sauvé l'honneur en choisissant Madame Pécresse, parce que M. Ciotti, lui, j'ai compris dans votre propos qu'il ne appartenait pas à la droite républicaine, monsieur. Mais je trouve Ciotti. qu'il s'écarte de la droite LR de gouvernement républicaine telle qu'on l'a connue pour droitiser énormément son discours. Quand il parle de réouvrir un Guantanamo à la française, il y a une droitisation du discours de Ciotti. Est-ce que finalement, le candidat de la droite, pour vous, Madame la députée, il est déjà au pouvoir? C'est Emmanuel Macron, non? Mais Emmanuel Macron, dans le gouvernement, dans la majorité présidentielle, il y a des gens qui viennent de la gauche, du centre, de la droite, et au niveau des idées et des textes qui sont proposés à l'Assemblée nationale, c'est l'intérêt de la France en général qu'on regarde, et certainement pas si l'idée elle vient de droite ou de gauche. Hein. Est-ce qu'on peut se poser quand même la question, Olivier, sur finalement le nombre de militants qui ont voté à cette primaire interne? Aujourd'hui, c'est 150 000 personnes. C'est assez faible, non? Pour élire Valérie Pécresse et déterminer que Valérie Pécresse pourrait, pourquoi pas, gagner la présidentielle demain. Oui, c'est un indicateur, c'est sûr que c'est faible, mais en fait, c'est un des plus grands partis de France. Voilà. Après, c'est le premier en termes de militants. C'est C'est un le échantillon. premier, je crois, en termes de militants. C'est un échantillon. C'est sûr que la part, mais comme la part syndicale, d'ailleurs en France, est très faible par rapport à des pays comme l'Allemagne, où la part syndicale est beaucoup plus importante. Non, mais on pense à il y a quelques années, on pense bien évidemment à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. On est dans un tout autre univers. On a à la fois que des seconds couteaux, et puis on ne peut pas vraiment dire que ce soit une élection extraordinaire. Ce qui est un petit peu dommageable, c'est qu'effectivement, alors on peut dire, effectivement, il y a deux façons de voir la
chose, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Soit se dire, on avait 5 candidats de valeur, soit se dire on avait 5 seconds couteaux, comme tu le dis, et qu'effectivement, parmi ces seconds couteaux, ils ont choisi le meilleur de leurs seconds couteaux. Un dernier mot pour terminer sur le sujet, Claire. Mais moi, je crois qu'il est important quand même d'arrêter de se voiler la face. Si on a des Zemmour qui est en train d'exploser actuellement, et tout le monde s'est accordé pour dire qu'il avait été très bon hier soir, si on a Marine Le Pen et si on a Valérie Pécresse qui se droitise, c'est qu'il y a une demande de la part du peuple français. C'est qu'il y a des faits divers, et ça n'arrête pas. Entre les faits divers, c'est tous les jours. Oui, mais Claire, il y a des faits divers aussi. Dans la salle hier à Villepinte, il y a eu des bagarres aussi. Est-ce que c'est ce qu'on a envie aussi de vivre si demain il est président? On est d'accord aussi, mais je ne parle pas que de Zemmour. Je parle pas que de Zemmour. Je dis qu'il y a... pose des questions. Moi, je parle de gens. Moi, je parle aux gens tous les jours, aux artisans, à des gens qui bossent tous les jours, puisque j'ai un chantier de maison, mais j'ai pas mal de choses, je fais pas mal de choses, et c'est unanime. Les gens en ont assez. Les gens en ont assez de l'assistanat, les gens veulent pouvoir vivre de leur travail, ils travaillent. Est-ce que c'est le reflet d'une réalité, ça, Claire? Est-ce que c'est pas le reflet de ce que peut-être des médias nationaux essayent de nous montrer? Est-ce qu'avec certitude, vous pensez que c'est ce que les gens attendent? Oui, c'est clair. Moi, tous les gens que je rencontre, tous les jours, que ce soit des post-crise boulangers... sanitaire, vous pensez qu'aujourd'hui, les gens considèrent qu'il y a trop d'assistanats en France? Absolument. Que ce soit mon boulanger, que ce soit les commerçants, que ce soit les artisans, tout corps de métier confondu, tout le monde tient le même discours. Oui, Olivier, vous vouliez répondre. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je ne suis pas d'accord avec Coralie quand elle dit qu'il n'y a pas eu de proposition concrète. Soit il y avait non, mais on vous en a demandé une tout à l'heure et c'est vrai qu'on a été soit il y avait un discours, soit il y avait j'ai pas entendu alors. Soit il y avait un discours à la cubain et il fait 10 heures de discours pour dévoiler tout un programme. Je pense pas qu'il l'ait ficelé. Mais quelle proposition concrète vous avez retenue? Par exemple, sur l'éducation. Par exemple, il a dit très concrètement, si je suis président, en septembre prochain, la rentrée sera plus la même. C'est-à-dire, ça passerait par quoi cette rentrée qui sera plus la même? Le programme de l'enseignement sera recentré sur des matières principales comme les mathématiques, les humanités, les matières essentielles. Et un mot sur les échauffourées à l'intérieur de la salle de Villepinte. Vous n'aviez pas l'air d'être d'accord, mais je faisais que poser une question. Mais enfin, il y avait un peu de violence quand même dans la salle. Un peu beaucoup. Il n'est pas normal qu'on attendez, empêche de parler. Est-ce que vous avez déjà vu dans un meeting politique des gens qui se battent dans la salle? Moi, c'est la première fois que je le vois. La violence a été déclenchée par quoi? Par qui? Par la provocation, ou c'est les gens de Zemmour qui voulaient taper des gens dans la salle? Non, mais franchement, expliquez-moi. C'est arrivé, Olivier, chez les Républicains, que des fois il y avait des opposants qui sortaient une banderole. Vous avez vu la personne qui s'est jetée sur on a vu les images. Zemmour? Vous l'avez vu, la personne qui s'est jetée sur Zemmour? Oui. Voilà, il a été exfiltré. Moi, j'ai vu l'exfiltration. Mais il n'a pas pris des coups de poing. Il n'a pas 22 ans, comme une gamine là, qui avait juste un. Non, vous avez vu la gamine? Vous avez vu les vidéos de la gamine? Oui. Moi, la gamine, je l'inviterai, la gamine, à faire la même chose. Dans certains quartiers de Paris, par exemple, qu'elle aille défendre les femmes qui sont enfermées, les filles de son âge, qui sont enfermées dans les appartements, qui ne peuvent pas sortir si elles ne sont pas voilées. Comparaison n'est pas raison, monsieur Jalagué. Il faut faire attention avec ça. Il faut arrêter avec les provocations. C'était une provocation pacifique, pas acceptable. C'est des situations qui ne sont pas acceptables. C'est qu'on se retrouve aujourd'hui en France, en 2021, dans un meeting politique, on se fait taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord avec l'idéologie qui est diffusée. Non. Donc on n'est plus en démocratie. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Des images disent le contraire. La personne qui s'est jetée sur le candidat a été exfiltrée proprement. D'accord. Après qu'il y ait des... Non, mais c'est vrai. D'accord. Objectivement. Oui. Mais ceux qui sont montés sur des chaises militantes des se sont fait tabasser. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ne tombez pas dans le piège. Voilà ce que j'ai retenu. Une succession d'incidents. Ne tombez pas dans le piège. Une succession d'incidents. Ça sent l'amateurisme politique. Je suis désolée. Ça sent l'amateurisme politique. Voilà ce qu'on a retenu. Et puis c'est très inquiétant quand même. On peut se le dire quand même. Après, là, on n'est pas sur le fond. On n'est pas en train de dire qui a provoqué, qui n'a pas provoqué. On dit simplement que les faits sont là. Il y a un meeting politique et il y a des bagarres à l'intérieur pendant qu'Éric Zemmour est en train de parler. Les faits sont là, il y a un meeting politique et il y a 15 000 personnes dans une salle. C'est ça le premier fait. C'est ça le premier fait. Dans la vidéo d'ailleurs, on en a parlé clairement en disant qu'il y a 13 000 personnes. Et que les mots et les idées dérangent. Les mots et les idées dérangent. C'est ça le premier fait. Sûr. Ce qu'on appelle Antifa, qui viennent manifester et casser dans les restaurants à Marseille devant les meetings du candidat, c'est pas des antifas, c'est des fascistes. C'est ça le fascisme. Faut remettre les choses dans leur ordre.
Madame la députée. Alors moi je dirais que oui, les mots Pour le et les coup, on a idées... fait un premier débat rallonge, mais je vous en prie. Les mots et les idées dérangent. Moi, les mots et les idées de Zemmour me dérangent énormément. Et j'ai l'impression d'entendre un appel à la guerre civile. Et quand on voit ce qui s'est passé hier lors de son meeting, si ces idées sont diffusées largement, propagées, ça m'inquiète. Madame la députée, la guerre civile, on en a vu des images pendant les événements des Gilets jaunes dans Paris, avec le gouvernement que vous soutenez. Oui, je le soutiens. Voilà, alors la guerre civile, elle est sur le terrain, je ne dis pas qu'elle est permanente, mais elle est sur le terrain de temps en temps, et tous les Français, le monde entier, peuvent voir ces images de guerre civile en plein Paris, au cœur de Paris, sur les Champs-Élysées et sur l'Arc de Triomphe. C'est inacceptable, ça. Vous étiez avant chez les LR, vous avez vu les meetings en Costière. Il y en a eu quelques fois, j'ai jamais vu un militant LR tabasser un opposant. C'est juste ça. Et c'est dommage parce que finalement, c'est ce qu'on retient un peu du discours d'Éric Zemmour. Et juste, si je peux me permettre pour répondre à la question du débat, effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une droitisation. Mais pourquoi ? Parce que la gauche, elle est complètement éclatée. Elle est lilliputienne aujourd'hui. On sera l'occasion d'en reparler dans un prochain débat. Allez, je vous propose de passer à un tout autre sujet autour du harcèlement scolaire, puisque un sujet tabou pendant des années qui désormais va être puni par la loi. Les enjeux en images. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation, un collégien sur 10 serait victime de harcèlement au cours de sa scolarité. Des situations qui mènent quelquefois à des tragédies, entraînant parfois la mort de jeunes enfants. Le gouvernement a donc décidé de se saisir de la question et l'Assemblée nationale a voté en faveur de la qualification de délit pour le harcèlement scolaire. Il est désormais passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Des mesures fortes pour contrer aussi les nouvelles formes d'intimidation. Avec le développement des réseaux sociaux, une dernière enquête a montré que 20% des enfants sont confrontés à des situations de cyberharcèlement. Parmi ces enfants, plus de la moitié sont des filles âgées de 13 ans en moyenne. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Je propose de démarrer ce débat en donnant la parole tout de suite à Madame la députée qui soutient, je présume, bien évidemment, ce sujet et ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Vous avez voté probablement en faveur. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Comment on va faire avancer ce sujet sur le harcèlement scolaire, qui est un vieux sujet, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est un vieux sujet, mais qui a pris une ampleur démesurée avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les élèves avant étaient harcelés dans l'enceinte de l'établissement, dans la cour de l'école, éventuellement aux abords. Mais lorsqu'ils rentraient chez eux, ils avaient comme un refuge. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ils sont poursuivis en permanence par les harceleurs. Donc le gouvernement, depuis le début de ce quinquennat, a donné une priorité à ce sujet-là pour améliorer la situation. Il faut savoir qu'il y a 700 000 élèves harcelés en France par an, ce qui représente un élève sur 10 victime du harcèlement. Quand un élève est victime du harcèlement, ça lui détruit la santé, le moral, il s'arrête de manger, fin du lien social. C'est dramatique pour ces élèves-là. Alors, il y a un cadre, j'ai envie de dire, aujourd'hui législatif. Il va y avoir effectivement aujourd'hui des peines qui pourront être prononcées. On va en parler, bien évidemment, je vais donner la parole à nos sociétaires, mais on a presque envie de dire que concrètement, comment on va faire ? Parce que le cyberharcèlement aujourd'hui, est-ce qu'on aura les moyens d'aller jusqu'au bout et de pouvoir avoir la capacité de pouvoir punir ces cyberharceleurs ? Concrètement, il y a d'abord la phase de prévention au niveau des établissements scolaires, avec un renforcement de la formation des encadrants, c'est-à-dire de toute la communauté éducative, un programme de formation des CPE, de la vie scolaire, des chefs d'établissement, des enseignants, de tous les adultes. Ensuite, un programme pour repérer plus facilement les élèves victimes de harcèlement et pour mieux les accompagner. Faire participer aussi les familles, il faut que les élèves arrivent à parler et on a des sanctions bien sûr au niveau des établissements qui existent déjà puisque des conseils de discipline peuvent se réunir, exclure des élèves, les exclure de l'établissement, mais apparemment ce n'est pas suffisant puisque le législateur et les parlementaires ont décidé de rendre au niveau de la loi de le mettre au pénal et de déclarer comme délit le harcèlement scolaire. Claire, vous vouliez réagir effectivement à ce sujet vous interpelle particulièrement. Particulièrement, puisque j'ai quand même passé 34 ans dans l'enseignement du CP au post-bac.
Et je peux vous dire que quand on a un enfant en face de soi qui va pas bien et qu'on l'a pendant 1 heure, même si on en a 30, on le sait, on le voit. Donc, je trouve regrettable d'en arriver à une loi, je trouve regrettable d'en arriver à être obligé de former du personnel dans la communauté éducative, mais moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais un jour en conseil de classe et on décidait de l'orientation d'un enfant qui était en 3e. Et quand on est arrivé à moi, j'ai dit, mais de toute façon, on ne peut pas parler de lui ce soir, c'est pas possible, parce que ce matin, parce que je sais qu'il se scarifie. Et je l'ai vu. Et il y a un prof qui me dit « Oh bah oui, de toute façon, toi, tu vois toujours des choses que les autres ne voient pas. » Mais c'est tellement plus facile de tourner la tête, c'est tellement plus confortable de fermer les yeux. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ouvre les yeux. Ah oui. Que les gens ouvrent les yeux. Parce que... un élève en face de soi, ce n'est pas qu'un élève, ce n'est pas que des notes, ce ne sont pas que des résultats, c'est un enfant qu'il faut prendre dans sa globalité. Après, il faut que les professeurs ils aient aussi cette capacité, ils ont déjà beaucoup de boulot, il y a une activité qui est quand même intense aussi. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens pour le faire ? Quand on a un enfant qui va mal, c'est pas une question de moyens, c'est une question d'ouvrir les yeux. C'est une question d'empathie. Et quand on fait ce travail-là, il faut avoir un minimum d'empathie. Parce que l'enfant, c'est une globalité. Ce ne sont pas que des résultats scolaires. Olivier ? Comme tu disais, je crois que les enseignants, ils sont déjà confrontés à beaucoup de tâches hors enseignement. Et oui. En voilà une de plus. Alors une de plus qui fait partie, mais une de plus. Il doit être vigilant sur tout. Alors c'est bien de pondre des lois, des règlements, des façons de procéder, comme disait Madame la députée, mais c'est bien aussi d'avoir plus de moyens. On infantilise, encore une fois, c'est Emmanuel Macron qui est dans cette tendance à infantiliser aussi les choses. C'est un peu quelques mois de l'élection, quoi. C'est très clair, quoi. Non, je ne pense pas, parce que ça a été pris dès le début du quinquennat avec l'école de la confiance, avec le ministre Jean-Michel Blanquer, qui a mis au cœur justement de l'école de la confiance de son programme, le fait que l'enfant a droit à aller à l'école sans être harcelé. Et je peux vous dire que dans les établissements scolaires, vous avez des infirmières, vous avez des assistantes sociales. Quand un enfant se scarifie, il est pris en charge. Le problème, c'est que les harceleurs, quand on n'arrive pas à juguler ça, moi je pense que c'est bien de légiférer et de le déclarer en délit, que ça ait au moins une force dissuasive. Faut-il encore effectivement que concrètement on soit en capacité ensuite de mettre en œuvre les sanctions ? Mais je peux vous dire qu'à partir du moment où un gamin saura qu'il risque ça, et surtout quand il y aura eu des précédents et quand certains gamins se seront retrouvés soit en garde à vue, bon évidemment ce sont des mineurs la plupart du temps, mais il existe aussi quand même des mesures là-dessus, qu'il y aura eu des amendes et des amendes salées d'après ce que j'ai cru voir, mais je peux vous dire que ça va quand même en dissuader certains, ça va les calmer. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ces 2 débats.